Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information dominicale en ce dimanche 2 juillet 2023. La disponibilité du courant électrique n'est toujours pas en continu dans les régions du fleuve Dosso, Tillabéri et Niamey, et cela depuis la veille de la fête de Tabaski. Depuis ce moment, les populations de ces trois localités sont desservies de manière alternative à travers un système de délestage. La Nigélec a déployé ses équipes terrain sur le terrain pour réparer les pylônes qui sont tombés. Le directeur général de la dite société, accompagné du ministre en charge de l'énergie, était sur place pour encourager les équipes qui s'attellent à rétablir l'interconnexion en termes d'électricité entre le Niger et le Nigeria. Dans cette mission, une des équipes de Bonferré, conduite par Suleiman Ousmane, en suit son constat. Zabori, localité de Djundju, région de Dosso. Sur ce site des pylônes, les agents techniciens de la Nigélec sont depuis 4 jours à pied d'œuvre pour la réparation des pylônes au nombre de 5, tombés dans la nuit du 27 au 28 juin dernier suite au vent violent, occasionnant ainsi les coupures constatées ces derniers jours dans la ville de Niamey et ses alentours. Afin de constater de visu les dégâts et encourager les agents de la Nigélec, le ministre de l'Énergie et le directeur général de la Nigélec étaient sur place sur le chantier des travaux. Ce sont des jeunes, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment des jeunes qui sont bien formés, bien motivés, très imbus de leur responsabilité de service public et très au fait de la criticité du secteur de l'énergie pour la vie des populations. Le ministre de l'Énergie Ibrahim Yacoubou, tout en demandant la compréhension de la population, il a par ailleurs réitéré son encouragement aux agents de la Nigélec sur le terrain. Les intempéries ont provoqué des dégâts comme on les a rarement vus sur les équipements de transport de l'énergie électrique. Nous avons connu des pylônes qui sont tombés il y a quelques années en divers endroits du Niger ou du Nigeria. Mais de ce niveau-là, de cette ampleur-là, ce n'est jamais encore arrivé. Et nous sommes surtout venus vous encourager et vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire pour que nous rétablissions la fourniture de l'énergie électrique. Ce que nous demandons à la population nigérienne, c'est le soutien, la compréhension et la claire conscience qu'aucun agent de la Nigélec n'est caché quelque part pour créer un désagrément à qui que ce soit. La base du projet WAP disposant ainsi des matériaux de travaux pour la ligne interconnexion Zabouri-Gorubanda de 330 kV a également reçu la visite du premier responsable de la Nigélec et celui du ministre de l'Énergie. Le ministre a donné l'importance de ce projet. Ce projet est un projet structurant et transformateur de notre système d'énergie électrique. Tout à l'heure avec vous, nous étions sur l'autre ligne qui a plus de 46 ans, qui est à sa saturation depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons maintenant les moyens d'avoir une ligne d'interconnexion qui va s'étendre au Niger sur plus de 400 km. La présente visite du directeur général de la Nigélec et celui du ministre de l'Énergie va certainement rassurer les populations sur les raisons des coupures de ces derniers jours et mettre fin certainement aux spéculations des populations. Selon le ministre de l'Énergie, la fin des travaux est prévue au plus tard le lundi soir et le rétablissement de l'électricité est prévu le mardi prochain. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé à l'inauguration du forage F21, c'est dans la région de Maradi. C'est une réalisation à mettre à l'actif de la Société d'exploitation des eaux du Niger, la SIN, au compte du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, Bazoum Mohamed. Outre l'inauguration de cette infrastructure qui va accroître la capacité de desserte en eau potable au profit des populations de la région de Maradi, la SIN a également construit et mis à la disposition des jeunes de la localité 2 infrastructures sportives. Il s'agit d'un terrain de basketball et d'un terrain de football. Inès Soumari et Ibrahim Amadou pour le récit. Dans l'optique de mettre fin au calvaire que vivent les populations de la région de Maradi dans l'approvisionnement en eau potable, plusieurs réalisations ont été faites par le gouvernement à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en collaboration avec ses partenaires.
En 2 ans de mise en œuvre, les résultats sont satisfaisants. Sur les 44 communes rurales qui comportent la région de Maradi, plus de 27 communes ont un taux d'accès théorique de plus de 50%. On ne peut pas passer sous silence le programme d'urgence du président de la République, où la région de Maradi a bénéficié de 5 mini-AP multivillages, 4 stations de pompage pastoral, 3 stations de pompage réhabilitées, 11 puits cimentés pastoraux et 4 autres réhabilités. En ce qui concerne l'hydraulique urbaine, la situation est d'ailleurs meilleure que celle de l'hydraulique rurale, surtout avec la réalisation de branchements privés et particuliers, de nouvelles bonnes fontaines dans le quartier défavorisé et aussi l'extension des réseaux dans différents centres concédés à la CIN, ce qui a permis d'améliorer nettement le taux de desserte à 84,25% contre 47,02% au plan national. Au cours de la cérémonie d'inauguration des 2 terrains de football et basketball aménagés par la CIN au profit des Maradawa, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement souligne que les efforts du gouvernement sont à saluer par tous. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont alertés sur la difficulté d'eau pendant le mois de Ramadan. Alors j'aurais aimé cette année qu'on puisse dire qu'est-ce que le gouvernement a réalisé pour faire face à cette situation de problème d'eau dans la ville. C'est aussi ça, l'équité, et c'est ça aussi qui rentre dans la redevabilité. Quand tu dis ça ne va pas et qu'on te règle, et l'amabilité au moins de reconnaître qu'on a fait des efforts pour régler ces petits problèmes. La population de la ville de Maradi ne peut que s'en réjouir et vous demande de transmettre sa profonde gratitude à son Excellence, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et à son gouvernement. Par ailleurs, je suis ravi d'assister au match de basketball pour annoncer les couleurs de l'ouverture du tout nouveau terrain de basket que vous avez, Monsieur le ministre, gracieusement offert à la jeunesse basketteuse de Maradi. Selon les acteurs œuvrant dans le domaine de la distribution d'eau potable, la situation de l'accès à l'eau potable pour le compte de la capitale économique est satisfaisante par rapport aux autres régions du pays. Tout cela grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires. Restons à Maradi avec cette tradition séculaire, celle du sultan du Kassina. Il est sorti se parader dans les rues en compagnie des notables de sa cour au contact des populations pour leur souhaiter la bonne fête de Tabaski. Sur place, l'événement est appelé Hawandaba et elle suscite un véritable engouement chez les populations, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre bureau de Bonferré Maradi, conduit par Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. Accoutumé, tout juste après la célébration de la fête de Tabaski, vient la célèbre sortie officielle du sultan du Kassina et de sa délégation communément appelée Hawandaba. Il s'agit pour l'honorable sultan, accompagné de sa délégation, de faire le tour de la ville dans le but de souhaiter bonne fête à sa population. Ce Hawandaba a été exceptionnel. Les gens sont sortis pour manifester leur joie au moment du passage du cortège. Et vraiment, alhamdulillahi, on ne peut remercier que Dieu le Tout-Puissant par rapport à vraiment cette adhésion de la population. Et ça s'est très bien passé, vraiment, alhamdulillahi. On remercie tous les Maradiens, tous les gens de Maradi. Vraiment, ils ont participé à la visite du sultan. La tradition du Hawandaba, se faisant depuis la nuit des temps, est très appréciée par les Maradawa grâce au moment intense de communion qu'ils partagent à l'occasion. Cette tradition Hausa, qui se faisait autrefois sur des chevaux bien décorés, se fait de nos jours dans des véhicules automobiles. Tout cela grâce à l'avènement du modernisme. Toutefois, ces acteurs estiment que la tendance changera dans un futur proche. Parlons à présent du Hajj 1444 avec l'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Oumara Ambali, voyage qui a pu organiser avec brio le pèlerinage
de l'année 2023. Au grand bonheur de ces pèlerins, l'administration de Ambali Voyage qui annonce d'ailleurs le retour de l'ensemble de ces pèlerins de la Mecque après l'étape de la lapidation des stèles de Satan à Jamarat. Suivez le point dans ce reportage de nos confrères de Canal 3 Niger. Convoyés avec brio et dans les temps par la compagnie aérienne Max Air, tous les pèlerins de l'agence de voyage Hajj et Umrah Ambali Voyage ont effectué le 5e pilier de l'islam dans la sérénité sur les terres saintes de l'islam. De Médine à la Mecque, en passant par Mina, Arafat, Muzdalifa, Jamarat, ces pèlerins ont bouclé le périple de la Umrah puis du Hajj, à savoir le Tarwaf et Safa da Marwa, sans oublier l'ascension du mont Arafat, tout comme le rituel de la lapidation et l'immolation de leur animal de sacrifice. Tous ces rites ont été effectués selon la tradition du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, sous la supervision des encadreurs de l'agence. Depuis hier soir, vendredi 30 juin, tous les pèlerins de l'agence Ambali Voyage sont revenus à la Mecque après le périple Mina, Arafat, Muzdalifa et Mina. Ils ont fait tous les rites et ils sont rentrés à la Mecque où ils sont en très bonne santé. Tout le staff de Ambali Voyage présent en terre sainte de l'islam, sous la houlette du directeur général, l'honorable Bachir Harouna Ambali, était aux petits soins des pèlerins pour leur offrir également le meilleur des hébergements et des restaurations. Bien avant le pèlerinage, il y a eu des missions de prospection des hébergements. Donc nous avons, au niveau de notre agence, et nous avons été à Médine, à la Mecque, pour réserver les hôtels. Et ces hôtels ont été validés par la commission qui a été mise en place par le COO. Voilà pourquoi nos pèlerins n'ont pas eu de problème d'hébergement. Tous les hôtels que nous avons réservés ont été validés par la commission chargée de l'hébergement au niveau du COO. Des pèlerins qui étaient totalement à l'abri du problème de manque de tentes relayés sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas concerné nos pèlerins. Tous nos pèlerins ont été bien hébergés et ils ont été bien restaurés. Donc cette situation n'a pas en tout cas impacté les pèlerins de Ambali Voyage. Dans la répartition des places, nous avons eu la chance de figurer en bonne place sur la liste des agences qui devraient être logées les premières. À l'heure du premier bilan, tout en souhaitant un bon retour à tous les pèlerins, le directeur général adjoint de Ambali Voyage a tenu à féliciter en tout cas les autorités de la République pour la très bonne organisation du Hajj cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que les années précédentes, il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais cette année, alhamdoulilah, nous pouvons dire Dieu merci. Le transport s'est bien passé et le séjour à la Mecque est en train de se dérouler convenablement. D'ores et déjà, une dizaine de pèlerins a quitté ce 1er juillet la Mecque pour Niamey et le gros lot des pèlerins de Ambali Voyage, des vols réguliers, regagneront le Bercail à partir du 2 juillet jusqu'au 6 juillet. Ensuite, suivront dans la foulée les vols charter de la compagnie aérienne Max Air qui a assuré avec professionnalisme le transport des pèlerins. Comme pour dire qu'à l'agence de voyage Hajj et Umrah Ambali Voyage, le professionnalisme, le sérieux, le respect de la parole donnée, le dispute à l'expérience pour un Hajj réussi, tant du point de vue spirituel qu'organisationnel, à la grande satisfaction des pèlerins et dans le respect des directives édictées par les autorités nigériennes et saoudiennes chargées de l'organisation du Hajj. Actualité hors de chez nous à présent avec ce retrait acté de la force onusienne de stabilisation du Mali, la MINUSMA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet voté le retrait de cette force dans un délai de 6 mois. L'analyste politique nigérien, Dr Bounty Diallo, estime que le Mali a exprimé sa souveraineté à travers cette demande de retrait de la MINUSMA. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU pour sa part, devrait repenser les mandats donnés à des troupes dans des pays en proie au terrorisme. C'est Sidi Kouharouna qui l'a joint au téléphone pour Bonsoir Télévision. Après plusieurs semaines de critiques et de dénonciations de la présence de la MINUSMA et pour exiger son départ du Mali, les Maliens avec à leur tête les autorités au plus haut niveau, ont finalement réussi à faire plier l'institution onusienne. Vendredi dernier, au terme de la séance habituelle des travaux, les Nations Unies ont finalement acté le départ de la MINUSMA. Dr Bounty Diallo, analyste politique nigérien, s'en félicite. Le Mali vient d'exprimer sa souveraineté
en obtenant le départ des troupes de l'ONU. Il revient sur leur performance. Pendant que la force Barkhane et l'amunissement étaient là, les Maliens ont perdu des dizaines et des dizaines ou des centaines même de soldats et de civils. Voilà. Donc maintenant, les Maliens ont dit que nous ne sommes cela. Maintenant, ils se sont rendus compte que l'amunissement est en train de déstabiliser en tout cas le pays à travers le fait d'attiser des conflits intercommunautaires et que finalement l'amunissement même est accusé d'espionnage en tout cas par les autorités maliennes. Au Mali, oui, parce que les Maliens ont demandé un changement de mandat, ce à quoi l'ONU n'a pas obtempéré. Les Maliens en réalité ont dit que depuis 2013, l'amunissement est là, mais la situation, en cas, il n'a pas contribué à améliorer la situation sécuritaire. Donc, ils demandent, les Maliens, que l'amunissement change de mandat et éventuellement qu'il y ait à l'intérieur de l'amunissement une force de lutte contre le terrorisme avec un mandat robuste qui consisterait à rechercher et à débusquer les terroristes et à les affronter. Comme l'ONU n'a pas obtempéré. Pour lui, l'ONU paierait ainsi les inconséquences de ses propres actes. Le problème, c'est le mandat qu'on donne à la nation. Un mandat de police dans une région où sévissent les terroristes, on dit non, vous n'avez pas mandat d'aller débusquer ces terroristes-là. Moi, je pense que ça pose problème. Et puis, 70 ans après les indépendances, les pays africains doivent quand même songer à prendre en charge leur sécurité. C'est à l'ONU de faire son mea culpa. Est-ce qu'on peut continuer à considérer que ces pays africains-là, malgré les crises et autres, surtout que ce sont des crises provoquées justement par les forces ATAP, les interventions des pays tiers, est-ce qu'on va continuer à observer ou à accepter que les forces onusiennes interviennent sans mandat clair, sans mandat précis, qui consisterait à aider les forces nationales, en tout cas dans leur quête vers... Voilà. Il convient de le signaler, la guerre entre le Mali et les Nations Unies fait suite à l'accusation par cette dernière de l'implication des troupes maliennes dans le massacre des populations de Moura, une localité située au centre de ce pays. Une tension qui est allée crescendo et qui n'avait aucune chance de retomber, surtout lorsqu'on sait que le Mali soupçonnerait l'ONU de jouer la carte de la France que le pays voue aux gémonies. Parlons sport à présent avec du football, avec la fin de ce parcours pour le MENA U23 dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN de la catégorie. Hier, dans le cadre de la troisième journée de cette compétition disputée au sein du groupe B. Hier, donc samedi, le MENA U23 s'est incliné sur le score de 2-0 en face des Aigles Espoirs du Mali. Le récit, c'est avec Mohamed Alpha. C'était un match décisif de la troisième et dernière journée du groupe B de la CAN U23 Maroc 2023. Les Aigles Espoirs du Mali ont douché le MENA U23 du Niger sur le score de 2-0. Pourtant, dès le coup d'envoi, les Nigériens ont bien maîtrisé la rencontre jusqu'à la fin de la première période de jeu 0 but partout, malgré les grosses occasions créées de part et d'autre. En seconde période, les poulains de Zakariaou Ibrahim ont finalement cédé puisque les U23 maliens ont fait trembler les filets sur penalty à la 49e minute de jeu par Mamadou Sangari. Break, 49 minutes in, the penalty given for the challenge by Djibril. Superbly put away by Mamadou Sangari for his second goal. Les Nigériens ont multiplié leurs efforts pour revenir au score, mais les Maliens étaient solides et ont même réussi à doubler la mise à la 89e minute de jeu sur une contre-attaque dont Chekna Doumbia a climatisé les Nigériens. For Niger, and then the sucker punch late in the game. Niger pressing for the equaliser they needed to qualify. Mali playing on the counter-attack. Clinical finish from man of the match, Doumbia Chekna. Ainsi, le Niger dit adieu à la compétition U23 qui avait pourtant au bout du nez sa qualification olympique. Mais hélas,
Notons que le parcours du MENA U23 pour sa première participation a été apprécié et encouragé par le peuple nigérien, ainsi que le premier capitaine de l'équipe, le président de la République Bazoum Mohamed. Le classement de ce groupe B, Égypte 7 points, Mali 6 points, Niger 4 points et Gabon 0 points. Le programme des demi-finales est comme suit. Le Mali croisera le fer avec le pays hôte, le Maroc, et l'Égypte fera face. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'information en direct sur Bonferré Télévision, c'est à partir de demain, 12h30 minutes. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. La une des journaux avec Mustapha Abdrahman Zongouma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga. Cette semaine, c'est principalement l'élection partielle de la diaspora, les élections législatives, qui a dominé les gros titres des journaux de la presse écrite nigérienne. Sur les résultats de ces législatives partielles des Nigériens de la diaspora, le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi relève un échec du PNDS Tareya aux législatives de la diaspora, prémisse d'une chute inévitable. Effectivement, Aminata Yaya Maïga, le journal écrit comme un étendard de son ambition politique, le PNDS Tareya, parti au pouvoir, a une fois de plus démontré sa détermination à conquérir les cœurs des électeurs lors des élections législatives de la diaspora 2023. L'objectif, rafler les 5 sièges réservés aux représentants de la diaspora nigérienne. Les ténors du parti ont parcouru les 15 pays retenus pour le vote. Des cartes consulaires ont été confectionnées en masse, des meetings impressionnants ont été organisés et les militants ont été transportés vers les lieux de vote le jour J. Malgré cette démonstration de force et leur déploiement massif de ressources, le PNDS Tareya n'a pas réussi à convaincre suffisamment d'électeurs pour maintenir son emprise sur la diaspora. Malgré leur démonstration de force, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'ont pas été à la hauteur des espérances du PNDS Tareya. La proclamation de ces résultats intervenus hier mercredi a donné 2 sièges pour le PNDS Tareya. Le journal rappelle que le parti au pouvoir en avait 3 à la législature passée, 2 sièges pour le parti de Ama Amadou, le modèle Lumana Africa, et 1 siège pour le MNSD Nassara. Les partisans du parti au pouvoir sont certainement déçus. Les raisons qui ont contribué à cette contre-performance décevante du PNDS Tareya sont nombreuses selon le quotidien L'Enquêteur. Parmi celles-ci, on peut citer le départ d'un de leurs militants de premier rang en Côte d'Ivoire au profit du parti PSD Bassira. Celui-ci a raflé plus de 5000 voix dans ce pays au détriment du Parti Rouge. De plus, le MPN Kishinkasa, nouvel allié du PNDS Tareya, a également réussi à réduire une partie de leur électorat en Côte d'Ivoire, qui compte le plus grand nombre d'électeurs de la diaspora. Ces résultats, qui n'ont pas répondu aux attentes du parti au pouvoir, constituent, selon le quotidien L'Enquêteur, un signal d'alarme pour le Parti Rose qui devrait, selon le confrère, revoir sa gouvernance. Le quotidien Le Renouveau, paru ce mercredi, s'interroge, lui, sur l'opportunité de la tenue de ces législatives partielles de la diaspora sous le titre « 5 élus pour une mi-mandat ». Le journal écrit « Dans les semaines à venir, les 5 derniers députés feront leur entrée au Parlement, lequel sera ainsi au complet jusqu'à la fin de la législature en cours, conformément à l'article 85 de la Constitution du 10 novembre 2010 qui stipule que la durée de la législature est de 5 ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus avant la fin de la législature en cours. En d'autres termes, pour une fois, les députés de la diaspora exerceront leur mandat sur une période écourtée. 5 députés pour quelle plus-value? Le confrère s'interroge. La question de l'opportunité de ces élections va longtemps nourrir les débats. Quelle nécessité ou urgence y avait-il d'organiser ces joutes électorales à coût de milliards de francs CFA? La réponse du journal, vraisemblablement aucune. Les 166 députés déjà présents font parfaitement l'affaire, pour ainsi dire. Et dans l'organisation de ces législatives partielles, le Modenfa Lumana Africa a vu son unité quelque peu ébranlée. L'hebdomadaire L'éclosion de cette semaine nous apprend que Hama Amadou a dû se prononcer sur la crise intestine qui déchire son parti politique.
Le choix des candidats du Lumana à l'élection législative partielle de la diaspora a rencontré un problème au Ghana où le président de la coordination, M. Younoussa Ali, s'est vu confronté à une autre candidature adoubée par le bureau politique national, celle d'une femme militante du parti peu connue dans la formation politique de Ama Amadou. Des voix se sont élevées pour dénoncer le choix du bureau politique national du modèle Lumana Africa porté sur une militante plutôt que sur l'ancien député président de la coordination du Ghana. Pourtant, le bureau politique avait motivé son choix par le risque de voir la liste entière du modèle Lumana rejetée par la Cour constitutionnelle pour non-respect du quota. En effet, toutes les coordinations de la diaspora auraient envoyé leur dossier à la direction du parti avant celle du Ghana et c'est en ce moment qu'il a été constaté qu'aucune femme ne figurait parmi les candidats. Or, les dispositions de la loi sur le quota imposent 25% au moins de l'un ou l'autre sexe pour les postes électifs. Pour donc éviter que la liste du modèle Lumana Africa ne soit rejetée, il a été demandé à la coordination de Younoussa Ali de choisir une femme pour défendre les couleurs du parti au cheval ailé, un argument balayé par le revers de la main par d'autres qui soutiennent que la coordination du Ghana a tenu sa conférence le 15 avril en même temps que celle du Bénin, tandis que celle du Togo et du Nigeria ont tenu les leurs le 16 avril. C'est de là qu'est partie la crise qui a amené l'autorité morale du modèle Lumana Africa, Ama Amadou, à s'exprimer dans un message vocal issu d'une conversation privée qui a fuité et que le journal L'Éclosion a pu authentifier. L'autorité morale du modèle Lumana Africa n'est pas passée par 4 chemins pour donner sa position sur la situation en ces termes. Même si vous avez des problèmes avec Younoussa, il fallait prendre en compte les intérêts du parti. Au Ghana, qui fait la grandeur du parti, est-ce lui ou la dame? J'ai donné mon avis, je leur ai dit qu'ils vont faire beaucoup de mal au parti et que personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, c'est difficile d'avoir raison quand on n'est pas sur place. S'ils font cela, c'est clair qu'au Ghana, le parti va s'écrouler. Il n'y a aucun doute à cela. Fin de citation. Et puis, sur le même sujet, le journal Le Canard en Furie, numéro 333 du 19 juin 2023, a titré « Modèle Lumana Africa, la confidence de Ama Amadou à ses militants ». Et puis Aminata, nous en parlions dans notre revue de la presse de la semaine dernière, les relations entre le parti au pouvoir et l'opposition politique nigérienne. Le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine, le numéro 542 du 21 juin 2023, a consacré sa une à ce sujet sous le titre « Relation Mohamed Bazoum Ama Amadou, un apaisement du climat gagnant-gagnant ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.